Et maintenant, mesdames, messieurs, nous avons avec nous en visuel Arthur Fortin. Il est président du regroupement des locataires des terres publiques du Québec. Bon après-midi, monsieur Fortin. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça va bien, monsieur Fortin? Oui, très bien, très belle journée. Oui, oui, absolument. Une belle journée, mais il pleut là, un petit peu à Montréal. Vous êtes où là? Alors moi, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans la ville d'Alma, et aujourd'hui, c'était une très belle journée, après avoir eu de la pluie ce matin. Et Ah, ben, c'est... pour les agriculteurs, c'est génial, c'est de l'or. Bon, ah oui, nous sommes dans des endroits différents et puis on a les phénomènes, vous le matin, moi l'après-midi, donc on s'entend bien. Alors, parlez-moi de cette association de locataires des terres publiques. C'est tout un titre, hein? Oui. Alors donc, on est nombreux, on est 40 000 au Québec, personnes qui ont des lots en location sur les terres publiques. Alors, les terres publiques, qu'est-ce que c'est? C'est les terres sur lesquelles il n'y a pas de municipalité. Ah, Et ces terres publiques-là, c'est les terres ce sont des terres qui, à ce moment-là, sont gérées par les MRC, puisqu'il n'y a pas de municipalité, pas de ville, si vous voulez. Et on dit que les MRC sont délégataires. Mais c'est très grand. C'est 80% minimum de tout le territoire du Québec, là. ah oui? Il y a autant de terres publiques qui sont, je dirais, vacantes. Oui, alors quand on dit vacante, il y a beaucoup de partenaires sur les terres publiques, je peux vous le dire, je peux vous en nommer quelques-uns. J'ai parlé de mes 40 000 villégiateurs que je représente. Ensuite, il y a différentes structures. Là. Il y a des ZEC, il y a des pourvoiries, il y a les Autochtones qui sont là-dessus, il y a les chasseurs, il y a les trappeurs, les motoneigistes, les quadistes et les villégiateurs et les gens qui y vont pour prendre du bon temps, les ZEC, il ne faut pas les oublier. Alors donc, il y a beaucoup de partenaires là-dessus. Et c'est Mais ça le défi d'ailleurs. si vous êtes là longtemps, comme les Autochtones, j'oserais pas dire à un Autochtone ou un groupe d'Autochtones qui sont des locataires, c'est pas leur terre que leurs ancêtres les ont léguées, là. Non, alors les Autochtones vivent sur les territoires publics sur un régime complètement différent Ah, des locataires non autochtones. je le savais. Les Autochtones ont réussi, et bravo pour eux, ils ont réussi à obtenir des droits acquis. Ils ont dû aller jusqu'en Cour suprême pour obtenir ça. Ben voilà, Voilà. voilà. Je le Et savais, je le savais. on doit partager le territoire avec eux. Ouais, ouais. Mais dans votre cas, c'est pour essentiellement avoir des chalets. J'imagine qu'il n'y a personne qui vit dans ces chalets-là à longueur d'année, là. Bon, alors c'est visiblement, on a besoin d'informations, peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués de savoir ce qui se passe sur les terres publiques. Effectivement, c'était souvent pendant la période de chasse, pendant la période de pêche. C'est premier arrivé à la pêche, c'est toujours lui qui fait la plus belle pêche, premier arrivé à la chasse, et ainsi de suite. Et c'est des périodes bien particulières. Mais avec les nouvelles technologies, je pense que c'est pour ça qu'on voulait parler avec vous un peu du nouveau régime forestier. Je pense que les choses vont devoir changer parce que avec l'Internet en forêt, avec les plaques solaires sur lesquelles on peut produire de l'énergie en zone isolée, et il y a des services Internet en zone isolée qui fonctionnent très, très bien. Et si vous autres, dans les grandes villes, vous parlez de travail à la maison, je suis pas sûr qu'à un moment donné, certains ne se mettront pas à parler de travail en forêt. Ah, ouais. Mais oui. Et puis, donc, il y a ce nouveau régime-là qui vient peut-être tout chambouler la façon de faire ordinaire avec cette terre publique. Bon, alors voilà, le dernier régime a été rénové en 2013. Donc, ça fait un certain temps. Beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là. La conjoncture économique dans le domaine du bois a changé beaucoup. Avec nos partenaires, nos relations avec nos partenaires américains sont en train de changer du tout au tout. Mhm. Les changements climatiques influencent terriblement aussi les terres publiques avec les feux de forêt, par exemple. Et il faut entrer vraiment des nouvelles variables dans le calcul des possibilités forestières pour ne pas épuiser la ressource. Vous savez, la forêt, elle nous donne des services écologiques, bien des bienfaits sur le plan écologique, mais bien des bienfaits sur le plan économique, sur le plan social, moi, même des fois, je dis sur le plan psychologique, parce que
Des fois, il dit mieux vaut aller faire son petit burn-out des fois en forêt au lieu de le faire à l'hôpital Maisonneuve de ce temps-ci. Ouais, surtout pas. Surtout pas Maisonneuve. Ouais. À peu près. Alors, dans ce contexte-là, il y a vraiment un nouveau défi. Et le nouveau défi, c'est le nouveau régime forestier. Et le nouveau régime forestier, sans être contre, c'est très complexe. C'est un document d'une centaine de pages qui est sorti il y a à peu près une semaine. C'est un document qui mérite une étude approfondie. Il va y avoir une commission parlementaire là-dessus. Mais pour le moment, nous, comme villégiateurs, notre position est à peu près la suivante. On se dit, on ne peut pas gérer les arbres, on ne peut pas gérer la faune et la flore comme on va gérer les villégiateurs. Vous savez, les villégiateurs, ils sont éparpillés partout sur le territoire. C'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui se prêtent les camps de génération en génération. C'est des êtres humains qui ont besoin d'être consultés plus précisément. On peut gérer par le haut la ressource forestière. On peut gérer un peu par le haut la ressource faunique aussi, même la flore et ainsi de suite. Mais quand on gère l'occupation des villégiateurs, je pense qu'il faut aller en consultation. Les Autochtones en sont la preuve, d'ailleurs, qui ont besoin aussi de beaucoup de consultations. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que, tout simplement, tout d'un coup, je dirais, vous attirez l'attention du gouvernement parce que vous auriez pu passer comme ça pendant des années et des années, parce que j'imagine que vous avez des rétributions à payer à l'État aussi pour occuper les terres publiques. Et à chaque année, j'imagine qu'on envisage, bon, par période, des augmentations à cause du coût de la vie et tout ça, parce que vous avez, j'imagine aussi, des services minimaux. Voilà, oui, un peu. Alors, on peut dire de prime abord que les gens qui sont allés s'installer sur les terres publiques assez loin dans des camps, on appelle ça, nous, des camps, non pas des chalets. Des fois, on fait la différence entre les deux. Un chalet, c'est quelque chose dans lequel on a plus de services, tandis qu'un camp, souvent, c'est en zone éloignée et ce sont des services minimaux. Mais ces gens-là paient quand même un bail, premièrement, annuel, qui n'est pas des milliers de dollars, mais ils paient quand même le bail qui augmente aussi rapidement. Deuxièmement, ils paient des taxes municipales qu'on verse au MRC, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de municipalité, mais on appelle ça quand même des taxes municipales, si vous voulez. Et on paie aussi des taxes scolaires. Même les gens les plus éloignés sur les terres publiques du Québec, même s'il n'y a pas d'autobus qui passe là, trop souvent dans ces chemins-là, on paie aussi des taxes scolaires. Alors nous autres, on se dit, le villégiateur, il fait déjà beaucoup sa part. Et dans le projet de loi présentement, on semble nous dire que il va y avoir un principe d'utilisateur-payeur qui va être amplifié. Ben, nous, depuis longtemps, on est utilisateurs-payeurs, les villégiateurs. Alors, on se dit, quels vont être les autres? Ouais. Parce que maintenant, il va y avoir de plus en plus de monde et c'est pas précisé dans le projet de loi. Le projet de loi, il dit des beaux grands principes, mais sur le plan opérationnel, on est tout à fait inquiet parce que probablement que les forestières vont se retirer un peu. Je disais tout à l'heure, la conjoncture n'est pas très favorable. Auparavant, c'était ça, hein? C'est les forestières qui faisaient les chemins, les villégiateurs les utilisaient tout en partageant un peu. Alors, si la forestière se retire, les subventions qu'elle obtenait pour les chemins, ben, il faudrait qu'ils glissent peut-être aussi vers les villégiateurs pour leur offrir des services parce que, comme vous dites, les services sont vraiment minimaux. Il faut se ramasser soi-même en forêt. Il faut ramener ses ordures. Il faut vider soi-même sa fosse septique quelque part parce que ces services-là passent pas, les poubelles passent pas, puis le recyclage et puis le compost là, dans le coin. Alors donc, il faut que ces gens-là soient habiles. C'est des bricoleurs, en fait, qui vont en forêt, qui sont habitués à se débrouiller là-dessus. Mais l'idée, il y a toujours eu un principe que nous, on défend l'accès à la forêt à des coûts pour que ça soit accessible par la classe moyenne. Ça a toujours été ça un peu, là. Ça n'a pas été la classe la plus aisée. Je me demande si avec Internet, il n'y aura pas une partie de la classe aisée qui va se déplacer vers la forêt, peut-être aussi. Alors, on est incertain vis-à-vis du projet de loi. C'est pas très précisé dans le projet de loi. Ce qui est précisé dans le projet de loi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la triade. La triade, non. Alors ça vaut la peine de l'expliquer. Alors, on veut diviser le territoire forestier en 3. Il y aurait 30% qui seraient des aires protégées. C'est l'objectif international de protéger 30% du territoire, qui était un objectif pour 2030. Il y en aurait 30% qui seraient des aires d'intensification de la production de matières ligneuses, autrement dit, de l'exploitation forestière et de la plantation. Et il y aurait 30% qui seraient multi-usages. Alors, multi-usages, on retrouverait les EC, les pourvoiries, les futurs villégiateurs, et ainsi de suite, les campeurs, tous ceux qui voudraient profiter de la forêt comme loisir et de ceux qui vont en avoir de plus en plus.
Alors, ce qui nous inquiète un peu, nous, là-dedans, c'est que les villégiateurs, on ne peut pas les déplacer. Là. Ils sont partout sur le territoire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 3 sortes de villégiateurs selon que à un moment donné, on t'assigne un aire protégé? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Est-ce que ça va changer tes droits? Le projet n'est pas très loquace là-dessus. Lorsqu'on a, nous, on demande à nos villégiateurs de se mobiliser. On leur dit, ben, écoutez, embarquez dans votre association, le RLTP, Regroupement des locataires des terres publiques. Nous, ça coûte 30 $ par année, notre association. C'était comme une association de bénévoles. Ouais. On n'a pas de direction à plein temps. On n'est pas Nature Québec, on n'est pas Snap Québec, on n'est pas Greenpeace à quelque part. On n'est surtout pas les compagnies forestières qui ont des moyens autrement que les nôtres. Là. Donc, un villégiateur qui se trouve dans la mauvaise, dans le mauvais partage, au mauvais endroit, risque de se faire dire qu'il n'est pas à sa place. Et ça supposerait qu'il défasse sa cabane. Et non, pas à ce point-là. Je ne veux pas travailler avec la peur non plus là-dessus. Non plus. J'aurais aimé ça que le ministère, dans le projet, l'affirme tout de suite. Dire, bon, ben là, il y a des droits acquis, quand même, des villégiateurs. On ne peut pas déplacer la fameuse cabane d'un villégiateur. Il est installé là, puis comme je vous dis souvent, pas aussi ancestral qu'un autochtone, mais ça fait très longtemps que la famille est là, à quelque part. Ça fait qu'on aurait aimé ça qu'on affirme dès le départ, bon, les droits acquis sont protégés. Même en zone d'intensification forestière, mettons, le RADF, les règlements sur l'aménagement durable des forêts va valoir aussi. On ne donne pas la forêt, dans le fond, à la compagnie. On lui dit, OK, tu vas rester là pendant... Auparavant, c'était 5 ans par endroit. Là, on la laisse là pendant 10 ans pour être plus efficiente, plus efficace. On l'oblige à replanter. C'est un certain intérêt dans cette zone-là. Mais comment est-ce qu'elle va gérer la présence de villégiateurs? On ne le sait pas trop. Comment est-ce que dans les aires protégées, l'autre 30 %, là, il y a 30 sortes d'aires protégées. Il y en a des plus restrictives, il y en a des moins restrictives. Alors, dans quel genre d'aire protégée? C'est plaisant d'avoir un aire protégé, mais il ne faut pas que ça limite non plus toutes les activités que tu faisais auparavant sur le terrain. Par exemple, promenade en quad, par exemple, pêche, le droit de chasser sur le territoire. Et il y a des aires protégées qui sont très restrictives. Alors, l'idée, écoute, on remercie les radios là, de nous rencontrer parce que c'est un peu de l'information et de la formation qu'on donne. Puis on dit aux villégiateurs, écoutez, si le régime n'a pas changé dans le passé, attention, il peut changer. C'est-à-dire, mobilisez-vous, donnez votre opinion et allez participer aussi, parce que je pense que le ministère va être obligé de mettre beaucoup plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, il a accepté de nous rencontrer. J'espère que ça va se faire rapidement, parce que les choses déboulent aussi vite. Il va y avoir une commission parlementaire là-dessus. La semaine prochaine, il y a un sommet, moi, dans ma région, là, avec les syndicats, pour voir comment est-ce que les syndicats vont aborder toute cette réforme-là. Mais c'est intéressant que des gens des métropoles, comme vos stations, s'intéressent aussi à cette problématique-là parce que c'est un problème de société également. Ce n'est pas juste un problème de villégiateurs, de campeurs, puis ainsi de suite. Et vous l'avez dit en début d'entrevue, peut-être un jour, ça coûte tellement cher vivre en ville qu'on peut se faire de nous des villégiateurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup de noirs dans votre bout, là, ça va commencer. Hein? Ah oui, écoutez, effectivement, on a hâte de recevoir des nouveaux arrivants chez nous aussi. Et les nouveaux arrivants, c'est pas tous des immigrants économiques non plus là, qui arrivent avec beaucoup de dollars. Là. Absolument. Et c'est des travailleurs pas mal intéressants à recevoir. Et puis, bon, ils seraient les bienvenus. Il faudrait que ça déborde Montréal un peu parce que je pense que Et je pense qu'il y en a qui ont commencé, certaines nationalités, beaucoup à savoir que dans le nord du Québec, il y a des possibilités incroyables. Absolument. De pourvoirie, de recevoir des tourismes internationaux et du tourisme international de qualité, parce qu'il y a du tourisme international qui ont de l'argent et qui sont prêts. Et ils nous trouvent gâtés en termes de territoire, certains touristes. Absolument, absolument. Et allez voir du pays, comme on dit. Arthur Fortin, président du regroupement des locataires des terres publiques du Québec. Je vous remercie, Monsieur Fortin, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir.